Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est ITWN. Aujourd'hui, je me suis équipé pour vous attraper une cétoine dorée, la Cetonia aurata. Je ne sais pas si j'arriverai à en attraper aujourd'hui car les conditions ne sont pas favorables, mais ça ne m'empêche pas d'en parler. Allez, suivez-moi, je vous embarque. Cigarette burns down between my fingers. I know I'm out of time. Paper airplane, take me higher. I know I'll land somewhere in between here and there, here and there. Paper airplane, take me higher. Avant de parler de la biologie du comportement de la cétoine dorée, on va parler un petit peu de taxonomie systématique pour bien comprendre de quoi on parle. Les cétoines, elles appartenaient anciennement à la famille des cétonidés. Mais simplement, cette famille a été supprimée et a été transformée en sous-famille, la sous-famille des cétoninés. Cette sous-famille maintenant appartient à la famille des scarabéidés, comme un petit peu les dynastes. Il faut savoir que les insectes vont se décliner parfois en sous-espèces. Et la sous-espèce que vous allez voir tout au long de cette vidéo s'appelle la Cetonia aurata aurata. Au niveau du comportement de la biologie, ça ne va rien changer du tout. Seul l'aspect physique va changer. En fait, une sous-espèce, c'est quoi? Il faut voir ça comme une continuité. Donc, on va prendre une espèce qui a une répartition donnée. Donc, on va imaginer l'Europe. Un insecte qui va se trouver au nord de l'Europe va appartenir à une autre sous-espèce. Et l'insecte qui va se trouver un petit peu plus au sud va appartenir à une autre sous-espèce. Cela s'explique en fait car les deux sous-espèces sont assez éloignées en termes de géographie, donc elles vont pas pouvoir se reproduire ensemble, donc elles vont attraper des petites caractéristiques physiques différentes. C'est les sous-espèces qui vont donner de nouvelles espèces dans les milliers d'années à venir. Et voilà, je vous retrouve ici pour vous parler un peu plus en profondeur des différentes sortes et sous-espèces de la Cetonia aurata. Dans cette vidéo, je vous ai dit qu'on allait surtout filmer la Cetonia aurata, sous-espèce aurata. Mais il existe d'autres sous-espèces. Il existe par exemple la Pisana, la Sicula ou encore la Pallida. Je l'ai expliqué ici également tantôt que les sous-espèces se déclinent en fonction de la localité, car elles vont être confinées des différentes autres populations et vont du coup développer des caractères un peu plus différents. Si on regarde une carte ensemble, on va s'en rendre compte que la sous-espèce aurata va prendre une grande partie de la localité générale de l'espèce. La sous-espèce aurata va se retrouver à partir de l'Angleterre jusqu'au niveau de l'est de la Russie. Pour la sous-espèce Pisana, elle, on va la retrouver surtout au niveau des bas de l'Alpe jusqu'en Italie, où elle va s'arrêter jusqu'en Sicile. Car en Sicile, ça va être la sous-espèce Sicula qui va prendre le relais. Cette sous-espèce est endémique de Sicile et se retrouve que à cet endroit précis. Pour terminer, la sous-espèce Pallida, elle, va se retrouver surtout au niveau de la Turquie et on va la retrouver également un petit peu en Grèce. Alors morphologiquement, qu'est-ce que ça va changer au niveau de ces quatre sous-espèces? Eh bien, pour la Cetonia aurata, ça va surtout se jouer au niveau de la forme des génitalia et la ponctuation présente sur les élytres. Je vous mets une comparaison ici entre différentes sous-espèces pour que vous vous rendiez un petit peu compte. Ce sont des caractères légers, mais il faut vous rendre compte qu'au niveau génétique, on commence à avoir aussi quelques petites différences. Je l'ai dit tantôt, ces sous-espèces, dans les milliers d'années à venir, vont former des nouvelles espèces. Donc les sous-espèces appartiennent toujours à la même espèce, elles peuvent toujours se reproduire ensemble et vont toujours donner des petits fertiles. La seule différence, c'est qu'avec le temps, ces sous-espèces vont donner des futures nouvelles espèces. Alors nous, la Cetonia aurata aurata est la sous-espèce qui se présente dans le milieu de l'Europe, en France, en Belgique ou en Allemagne. Pour parler un petit peu du comportement de la biologie de la cétoine, on va commencer par le commencement, on va parler des larves. Alors il faut savoir que les cétoines, comme tous les coléoptères, sont des insectes allométaboles, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un stade larvaire. Cette larve va grandir, se transformer en pupe et va donner après la forme adulte dite l'imago. Alors les larves vont être saprosaxiphages, c'est-à-dire qu'elles vont venir se nourrir du bois en décomposition. Mais elles peuvent être également détrivores et venir se nourrir des différents composts ou matières organiques en décomposition.
les larves vont en fait grandir et vont muer 3 fois, ce qui vont donner 3 stades. Le stade L1, L2, L3. Après que ce stade soit passé, elles vont se transformer en pupe et donner l'adulte. Alors les larves de cétoine, c'est assez facile de les reconnaître car ça va être des gros vers blancs avec des petites pattes et une tête de couleur orangée. Elles ont la particularité de se déplacer sur le dos en utilisant des contractions musculaires, en utilisant les poils qui sont assez durs sur son dos pour venir servir de point d'adhésion. Alors les larves, on peut la confondre avec la larve du hanneton. La différence, c'est que le hanneton, lui, ne va pas se déplacer sur le dos, mais va se déplacer sur le ventre. De plus, les larves de hanneton vont être un peu plus fines et vont être de taille un peu plus réduite. Les larves, on va venir les retrouver dans la terre, là où elles vont se nourrir de la matière en décomposition. Une fois que la larve aura bien grandi et qu'elle aura atteint le stade L3, elle va commencer à venir se transformer en pupe. Cette pupe, après un certain temps de transformation, va donner l'imago. L'imago, une fois sorti du sol, va venir immédiatement essayer de se nourrir. L'adulte, il va se nourrir de quoi? Eh bien, il va se nourrir de nectar, d'étamine, de pollen et de fruits morts en fonction de la saison. Il faut savoir que les cétoines peuvent sortir à différents moments de l'année. Certains vont sortir au niveau du printemps, d'autres en plein milieu de l'été et d'autres en fin de l'été, environ de l'octobre. Les cétoines plutôt printanières et au début de l'été vont venir plutôt se nourrir du nectar et des étamines, tandis que les espèces qui sortent en octobre vont plutôt se nourrir des fruits en décomposition. Alors au niveau des plantes hautes où la cétoine va essayer de se nourrir, on va pouvoir citer par exemple les roses, les aubépines, les arbres fruitiers, la reine des prés et tous d'autres types de plantes, comme par exemple les folcs qui sont plutôt des plantes qu'on va retrouver dans nos jardins. Alors pour chercher les cétoines, ça va être très simple. On va venir chercher au niveau des fleurs et surtout les fleurs qui sont en ombelle. On peut venir chercher sous cette ombelle pour venir les repérer car elles viennent s'y abriter pour se cacher. Parmi les fleurs en ombelle, on peut par exemple penser aux folcs, aux différentes apiacées comme les berces et aux reines des prés qui sont faites justement des fleurs en ombelle, tandis que les roses et les aubépines ne sont pas des fleurs en ombelle, ce sont des fleurs uniques. Alors pour parler un petit peu de la description de la cétoine, il faut savoir que c'est un coléoptère qui fait la taille entre 13 et 20 mm. Il arbore des couleurs assez métallisées qui en fait sont assez particulières car la coloration des cétoines, de cette cétoine en tout cas, ne vient pas de pigments mais provient en fait d'une coloration dite structurelle. Donc c'est-à-dire que son exosquelette comporte toute une certaine structure qui va venir réfléchir la lumière. Alors pour revenir un petit peu sur cette couleur structurale, il faut bien vous rendre compte que si du coup la taille des structures varie, eh bien la coloration va varier car les longueurs d'onde réfléchies ne vont pas être les mêmes. Alors au niveau des panels de couleurs, il faut savoir que c'est extrêmement variable, c'est-à-dire qu'on peut avoir la couleur classique de la Ceytonia aurata qui est par exemple vert cuivré légèrement avec les fines bandes blanches et la face ventrale légèrement rouge, une coloration entièrement rouge, voire une partie mauve, une partie jaune, voire une coloration entièrement noire. Je ne peux pas vous énumérer toutes les aberrations chromatiques ou dites les variables de toutes les sous-espèces, car il y en a beaucoup trop, mais je vais vous en montrer ici quelques exemples. Donc je vous montre ici en particularité les différentes couleurs pour le sous-genre Sicula et Pisana, mais il faut savoir que c'est également les mêmes motifs pour par exemple le sous-genre Aurata ou sous-genre Pallida. Tout ça pour vous montrer que les différents types de couleurs qu'une espèce peut arborer ne sont pas des critères déterminatifs d'une espèce, car il faut savoir que dans la nature, les différentes couleurs subissent des panels très importants. Alors la cétoine, on dirait pas comme ça parce que ça a l'air un peu pâteau, mais elle est complètement capable de voler. Donc la partie colorisée en couleur métallique du dessus s'appelle les élytres. C'est un trait commun sur tous les coléoptères. Et sous ces élytres, il va y avoir ces deux paires d'ailes qui vont lui servir à voler. Alors les élytres sont soudés, ils ne se déploient pas comme ceux de la coccinelle. Ils vont juste en fait se lever comme un capot et les ailes vont se déployer et l'insecte va voler. Ça va être un vol assez lourd et disgracieux, d'ailleurs assez bruyant, mais il va quand même bien s'en sortir car elle va pouvoir voler quand même que quelques dizaines de mètres relativement bien. Alors son rôle écologique, ça va être assez simple, il va jouer quand même un rôle de pollinisateur, peut-être pas aussi marqué que celui des abeilles et de certains types de mouches,
mais il va quand même jouer un minimum son rôle. C'est-à-dire qu'en ayant voyagé de fleur en fleur pour se nourrir, même s'il va venir manger les étamines et le pollen, certains pollens vont survivre et vont venir se fixer au niveau de ses poils et vont être dispersés sur les autres fleurs. Les larves, elles, vont jouer un rôle plus grand car elles vont venir servir à dégrader toute la matière organique et vont permettre de jouer un rôle dans le recyclage du bois dans les forêts et différents types de biotopes. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode consacré à la cétoine dorée, la Ceytonia aurata. J'espère qu'elle vous aura plu et permis d'apprendre un peu plus de cet insecte. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et à partager et vous inciter aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour en apprendre un peu plus. En attendant une nouvelle vidéo et du nouveau contenu, moi je vous dis au revoir, c'était ITWN, mais en attendant, restez curieux car c'est bien en apprenant, en comprenant et en découvrant notre nature qu'on arrivera à la préserver. Allez, ciao ciao! Oh, I'll be ready when you call me over. I've been waiting for a while. When the cigarette burns down